on va passer 3/4 d'heure ensemble, faire connaissance, savoir comment un peu les uns les autres, vous travaillez. Et puis Sandrine, avec ton regard, d'experte, en marketing, de prospectiviste, tu vas écouter attentivement et tu vas nous donner des tips, c'est ça qu'on dit? Pour se lancer quand on est agriculteur. Exactement. Et juste, mais parce que je vais pas prendre du temps de parole qui m'est pas, mais moi, je vais aussi témoigner en tant que quelqu'un qui suis mise sur les réseaux sociaux parce que c'est pas ma génération. Et comment, en fin de compte, j'ai réussi à percer. En fin de compte, je dis experte en marketing, c'est vrai, c'est bien, mais en fin de compte, c'est nos propres expériences aussi qui aident les personnes qui veulent faire ça. Bien sûr, et oui, tu es Top Voice LinkedIn aussi, eh oui, n'empêche, quand même. Donc, on bénéficiera de tes conseils, c'est une chance de t'avoir avec nous. Merci Sandrine, et c'est une chance aussi de vous écouter tous les trois. Alors, on va commencer par Laurie Poussier à ma gauche. Laurie, tu nous viens de Bretagne. Alors, voilà comment tu te présentes sur LinkedIn, hein. Je lis l'intitulé. Agricultrice bretonne en polyculture élevage, je fabrique des cosmétiques avec le lait de mes vaches et l'aloe vera que je cultive, tout simplement. Et tu le dis très bien, tu le racontes très bien sur les réseaux sociaux. La communication sur les réseaux sociaux, tu t'es même pas dit que c'était un devoir. J'ai l'impression que chez toi, c'était naturel par ton parcours, par ta casquette communicante, ta fibre communicante. Raconte-nous, Laurie, ce que tu fais et comment tu le fais si bien. Ok, alors bonjour à tous. Du coup, moi, les réseaux sociaux, ouais, c'est assez naturel dans le sens que j'aime bien faire ça, je le subis pas. J'ai commencé à communiquer, on va dire, quand je travaillais dans le milieu paragricole et quand mon mari s'est installé en fait, parce que à la base, j'avais communiqué plutôt en tant que femme femme d'agriculteur. Et je communiquais sur le quotidien de l'agriculture. D'accord. Donc c'est comme ça que j'ai démarré, essentiellement sur Twitter. C'était mon réseau principal. Attends, mais tu as bossé aussi dans le paragricole où tu faisais du marketing. Oui, tout à fait, ouais. Même si, ouais, voilà. Donc en fait, avant de m'installer, j'ai travaillé une dizaine d'années dans le secteur paragricole avec des responsabilités plutôt marketing et commerciales. D'accord. Donc forcément, bon, la communication, j'aimais bien ça aussi. Oui. Mais pour la partie communication liée à l'agriculture, là, c'était vraiment personnel et c'était plus sur le métier d'agriculteur, le quotidien d'un agriculteur en tant que femme d'agriculteur. Donc finalement, je communiquais sur notre ferme. Voilà, c'est comme ça que ça a démarré. Ça a démarré comme ça il y a quelques années. Et puis tu t'es lancé, tu as lancé tes savons au lait de vache, tes cosmétiques au lait de vache, avant de t'installer en agriculture. Oui, tout à fait. En fait... Donc, après avoir travaillé quelques années dans le secteur agricole, voilà, j'avais, on va dire, fait le tour de la question, pour moi, en tout cas. Et puis, j'avais envie d'être mon propre patron. C'était vraiment ma motivation, voilà. Et puis, c'est tombé au même moment que la remise comptable de la ferme, en fait. Oui. Et je sais pas, j'ai eu voilà, ça m'a ouvert les yeux de me dire mais qu'est-ce que je vais chercher ailleurs alors qu'en fait c'est juste devant moi en fait ce que je cherche. D'accord. C'est-à-dire un métier que j'aime, un métier qui me rémunère et un équilibre complet entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Et donc c'est là que j'ai décidé de rejoindre du coup mon mari sur la ferme, mais pas que sur les vaches. Enfin, je voulais pas que ça. Enfin, voilà, je voulais avoir que la traite. mon propre atelier quelque part. Et donc, comme je cherchais à valoriser le lait de la ferme, c'est comme ça que l'idée des cosmétiques est venue. Donc, j'ai commencé à à rechercher un petit peu ce qui se faisait. Donc, c'est voilà, le savon lait de vache, c'est pas commun. On est une dizaine en France. Effectivement. Voilà, le lait de vache. Oui, c'est ça. Une dizaine en France à peine à faire ça. D'accord. Et du coup, je me suis dit, bon, il y a peut-être un truc à creuser. Et c'est en me formant que plus je me formais, plus j'aimais ça. Et donc, c'est comme ça que j'ai créé la savonnerie artisanale. Donc, j'ai démarré par la savonnerie parce que je me suis dit, bon, on va déjà tester le truc tout seul sans mettre mon copain dans l'histoire, quoi. Et voilà, comme ça a bien plu et tout. Et que je voulais vraiment être agricultrice parce que c'est surtout ça qui me... D'accord. Voilà, je voulais vraiment être agricultrice, le statut d'agriculteur, et donc c'est là que je me suis installée, donc c'était il y a 1 an et demi. Et la matière première, c'est toi qui l'as produit, mais ton conjoint. Voilà, on l'a produit. Lait de vache. Voilà, et puis l'aloe vera, du coup, maintenant, je cultive. Ouais. Tu vas nous en parler, c'est quelque chose que tu as développé. Tu as créé l'atelier du tilleul, ta marque. Ouais. Et alors, pour revenir à notre sujet, déjà, c'est un business, c'est une partie de ton chiffre d'affaires. Toi, tu n'as pas peur des chiffres, hein. Tu m'as dit,
c'est à peu près, avec la savonnerie, c'est 40 à 50 KE de chiffre d'affaires annuel, Oui. ce qui est pas rien quand on est... Alors tout est relatif, hein, par rapport au lait, c'est pas grand-chose. Par rapport au lait, je veux dire les vaches laitières. Par contre, en termes de valeur ajoutée, en gros, la savonnerie, elle va représenter autant que notre marge culture de vente sur la ferme. D'accord. Voilà. Et après, je le dis aussi que ce qui nous fait vivre aussi, nous deux, c'est quand même les vaches et ça reste les vaches. Bien sûr, bien sûr. Donc, en fait, le modèle économique, il tient la route parce qu'il me permet, en gros, de me rémunérer par rapport au temps que je passe. Aujourd'hui, je passe, on va dire, Alors, c'est intéressant. un mi-temps. Un mi-temps, d'accord. Un peu moins d'un mi-temps. Enfin, Ok. voilà. Avec Et en des gros, stagiaires qui t'aident de l'idée, temps c'est en que ce temps. soit rentable par rapport à ça. Excuse-moi, je te parle en même temps que toi. Avec des stagiaires qui peuvent t'aider de temps en temps, t'as déjà... Ouais, un petit peu, mais Ouais, mais enfin, c'est quand même... c'est essentiellement moi toute seule, Voilà. en fait. Mais en gros, il faut que économiquement, ça puisse me payer. Bien sûr, C'est bien pas sûr. juste faire des savons pour le fun. Et oui. Il faut que ce soit rentable d'un Eh oui. point de vue temps de travail, clairement. Alors, Donc voilà, l'équilibre économique aujourd'hui, il est là pour ça. Et puis, c'est surtout aussi que derrière ça, il n'y a pas que le business, quoi. Enfin, même si là, j'ai compris qu'on parlait business, c'est aussi trouver un épanouissement, clairement, pour moi, qui soit, voilà, que je m'épanouisse dans la ferme avec cette partie un peu de parler au grand public, en fait, avec une production qui soit originale. Et justement, alors il y a des déplacements, tu fais les marchés. Tu m'as dit que ton site internet, c'était à peu près 10 000 euros, Ouais. que ça te générait 10 000 euros. Ouais. Et puis, il y a voilà, toutes sortes de dispositifs de vente de tes produits. Tu as 30 points de vente qui... Oui, en gros, sur le business, en fait, sur les 50 000, si je veux faire simple, il y a 10 000 euros qui va être généré par le site internet, donc que de la partie e-commerce. On va avoir 10 000 qui va être plus la partie vente directe, donc les marchés, des boutiques de créateurs dans lesquelles je suis présente et que je fais des permanences en magasin, etc. Ouais. On va avoir un petit 10 000 via l'achat-revente dans les GMS, les pharmacies, les magasins de producteurs, etc. Et puis le reste, par contre, là, c'est aussi une grosse partie de mon chiffre d'affaires, c'est via les entreprises, en fait, où là, je commercialise en fait une offre plus pour les CE, les cadeaux d'entreprise, etc. Appel aux entreprises qui ont envie de faire des cadeaux qui ont du sens et qui font vivre les agriculteurs. On passe le message des fois parce qu'on se retrouve avec des cadeaux qui sont un petit peu loin du compte. Donc là, profitons-en pour en parler. Alors, ta stratégie sur les réseaux sociaux, on a compris. Chez toi, tu as la fibre communicante et je pense que c'est important. Je suis sûre que Sandrine me le dira. En tout cas, il ne faut pas se forcer. Toi, tu t'es pas forcée, Laurie. Tu te mets en scène, tu racontes ce que tu fais, tu le fais très bien. Mais dis-nous un petit peu comment ça se passe. Tu as investi LinkedIn, tu es aussi sur Insta, sur Facebook. Tu n'as peut-être pas les mêmes publics. Comment tu gères tes réseaux sociaux? Quelle est ta stratégie réseaux sociaux? Qu'est-ce qui marche bien? Dis-nous. Alors, en fait, j'ai un profil un peu particulier pour de la vente directe au niveau des réseaux sociaux, puisque mes réseaux principaux de vente et de communication, c'est X, enfin Twitter, et LinkedIn, puisque comme je m'oriente vraiment vers un public semi-professionnel, on va dire, clairement, c'est vers cette cible-là que je vais. Et j'aurais pas parié, tu vois, je suis étonnée, mais oui, Twitter en fait. Twitter parce que ça avait démarré il y a 6 ans et voilà, et ça a continué. Et en fait, les gens, ils ont vu mon démarrage de la savonnerie sur Twitter. Parce que je parlais de mon quotidien, de mes galères, de la création de mon entreprise. Et ils se sont mis à me suivre comme ça. Et ils sont devenus très fidèles à ça. Et finalement, aujourd'hui, les principaux clients de mon site internet, c'est Twitter. Clairement. D'accord. Alors après, je suis sur Facebook et je suis sur Instagram parce que c'est un passage obligé quand on est dans la cosmétique de faire des belles photos et de communiquer sur Instagram, etc. Mais c'est pas mon public principal. D'accord. Ça reste mon public uniquement, on va dire, local, Facebook par exemple. Ça. Pour des événements. Si je fais un événement, une porte ouverte à la ferme, etc. Là, ça va être Facebook, clairement, qui va attirer le public local autour de chez moi. Ok. Mais si je veux attirer au niveau national, voire un peu plus... Là, c'est LinkedIn et c'est Twitter. Alors, sur Twitter, c'est le compte L'Atelier du Tilleul ou Laurie Poussier? Comment tu distingues la femme de comment on dit, la femme de l'artiste, l'agricultrice de la businesswoman? C'est un peu les deux. C'est mon nom, c'est Laurie Poussier parce que... Intéressant. Et je le changerai
pas parce qu'en fait, les gens, ils m'achètent, c'est pour moi, en fait. Enfin, c'est pas pour Ils aiment bien ta personnalité. Comment dire? Ils achètent pour mon histoire, Ton en fait. histoire. Même si je fais des très bons produits, hein. Je confirme, j'en ai acheté. Mais en fait, je pense qu'ils m'achètent pour mon histoire parce que des savons, on en trouve partout, ça, c'est pas le problème. Enfin, des savons artisanaux, je veux dire. Mais si quelqu'un va venir faire l'effort d'aller sur mon site internet, m'acheter, c'est parce qu'il aura vu mes vidéos, il aura vu mon quotidien et il se dira tiens, j'achète pour faire plaisir à Laurie, quoi. Bien sûr. Ouais. Je pense. C'est mon interprétation, mais je vais mettre. Je peux juste me permettre, hein, alors, parce qu'en fin de compte, j'aime bien, au fur et à mesure que tu dis, c'est même peut-être mieux que je raconte tout à l'heure. Mais chose, c'est qu'en fin de compte, L'Oréal a construit un storytelling, elle a construit une histoire. Et les gens, ils achètent cette histoire. C'était juste, voilà, je voulais dire ça pour, parce que tout à l'heure, on en reparlera. Exactement, ça fait partie des tips, tu as tout à fait raison. Donc, en fin de compte, c'est vrai qu'on ne va pas acheter le nom de la société que peut-être même les gens du tilleul, mais par contre, c'est chez Laurie, Ouais. ou c'est chez Thierry, ou c'est chez Anne. Ouais, très bien. On le note et on se le redira encore tout à l'heure. Bien noté. Merci Laurie. Et puis vous êtes libres tous hein, de reprendre la parole comme l'a fait Sandrine pendant la discussion. On n'est pas... voilà, ici c'est pas scolaire. Hein. On est entre nous, on est bien. On est bien. Bon, alors on continue la discussion. Merci beaucoup Laurie. Et je me tourne vers Thierry Baillet, qu'on ne présente plus, donc un 175 000 abonnés sur YouTube, je me trompe 115. Ah, 115, pardon. Qu'est-ce que j'ai pas dit C'est après-demain, les 115. Allez, ça va te porter chance. Pas que tout le monde, si C'est ça. ça soit abonné. Bah, t'as vu, voilà, c'est au moins là, t'en as gagné. Et voilà, un des plus anciens youtubeurs du pays. Merci de le rappeler. Ah. Et Thierry, alors, attends, on va te dire ce que tu fais. Et après, c'est intéressant parce que toi, tu as tenté la vente directe et ça n'a pas marché. Alors ça, je veux toi-même que tu nous racontes. Mais dis-nous déjà ce que tu fais. Exploitation de 150 hectares à Lous-en-Goël, dans le Pas-de-Calais. Los-en-Goël, dans Mon le Dieu, Pas-de-Calais. pourquoi j'ai pas répété? Aïe. Et non pas Luz en Goël, merci. Ah, voilà, au moins, je n'ai pas dit ça. On peut dire Los Angeles aussi, mais ça doit être... Ça fait rien. Oui, donc Thierry Baillet, je suis agriculteur donc dans le Pas-de-Calais, 150 hectares, associé avec mon épouse et puis mon garçon qui s'est installé il y a 5 ans maintenant. À la fois un atelier pension de chevaux, je suis dans le bassin minier, on est dans une zone à la fois quand même agricole, on a un bassin où il y a de l'agriculture et où il y a beaucoup de diversification et de, enfin, j'allais dire de filières, mais aussi très urbain. Et donc, on a développé cette activité-là parce que moi, j'étais pas éleveur. À la suite de mon père, je voulais pas reprendre l'élevage de bovins viande, voilà, qui me plaisait pas. Et puis, sur les cultures, une partie en conventionnel classique dans notre secteur, de la betterave, de la pomme de terre, de la céréale, et aussi une activité bio depuis une dizaine d'années. On a commencé une conversion qu'on a stoppée il y a 2 ans. Certains comprendront que le marché, c'est un peu Restreint. En tout cas, ouais. Donc, on a dit, on fait une pause. On n'a pas fait marche arrière. Donc, on a aussi des légumes de plein champ. Mon garçon a démarré avec une activité salade, puis poireaux. D'accord. Et donc, on fait du poireau, du navet, du céleri et d'autres productions avec d'autres collègues, comme des oignons en bio. Ok. Voilà. Et pas en vente directe. Mais pas en vente directe. Tu as tenté quand même. Alors, on a tenté, oui. Alors, à un moment donné, l'appel du pied s'est fait en se disant, tiens, on est en bio, on a des produits un petit peu différents, on peut les vendre aussi à des prix qui sont relativement raisonnables si on les vend en direct, parce que parfois, la marge qui est prise par la grande distribution n'est pas anodine. Hein. S'ils font 2 fois sur un poireau classique, ils le font aussi sur un bio, et comme le bio coûte 2 fois plus cher, ben ça arrive à des prix qui sont, à mon avis, plus difficiles d'être accessibles. Et on avait un panel avec les collègues, pas seulement de ce qu'on avait, mais voilà, d'une quinzaine de produits en bio, choux, betteraves, voilà, oignons, pommes de terre. Et on a ouvert ce petit magasin. Alors, on est situé en bout de village, même si c'est un village de 7000 habitants, mais voilà, c'est le bourg, donc c'est le bout. Et on n'a pas... je pense qu'on ne s'est pas donné les moyens de réussir, mais on était aussi dans un contexte où après cette vague de Covid, on a eu un emprunt qui était sympa et puis ça a vite redescendu. Les gens ont repris leurs habitudes et ils n'avaient certainement pas pris l'habitude de venir chez nous suffisamment. Et on a d'autres collègues qui font des produits conventionnels plus accessibles. Et dans la zone où on est, Bassin-Minier, on n'est pas non plus dans des niveaux sociaux hyper élevés. Donc j'allais dire le panier moyen n'est pas élevé. Donc voilà, c'est le constat qu'on a fait, mais on a voulu essayer. C'est bien. Et au moins, on s'est dit, ben voilà, on regrette rien.
Non, rien de rien. Non, Tu non, ne regrettes rien. Absolument pas. Bon, mais je te rassure, les gens ont repris des très mauvaises habitudes. Ils font plus leur pain, d'ailleurs, paraît-il. Soi-disant, après le Covid, C'est vrai. tous nos pains. C'est vrai. C'est terminé. Là, on fait du air fryer. Mais par contre, Thierry, est-ce que tu as lancé l'application dans les bots pour celles et ceux qui veulent mieux communiquer aussi? Est-ce que c'est lié? Alors oui, dans l'histoire, voilà, j'ai commencé à communiquer, expliquer mon métier. On en connaît l'histoire, mais raconte-la-nous. C'est ta pédagogie. Et c'est aussi moi, en rencontrant d'autres agriculteurs dans mes différentes aventures, entre guillemets, que j'ai découvert l'agriculture et les agricultures. Parce que on a beau être agriculteur, je ne connais pas le métier de Laurie, je ne connais pas, je veux dire, celui qui est viticulteur. Moi, j'ai découvert la viticulture qui est complètement différente de mon mode de production. Je pense que quelqu'un qui est dans le sud à faire de la bio a pas forcément du mal à comprendre, mais ne connaît pas ce que fait un producteur en céréales, en grande culture, en pommes de terre. Chacun est différencié. Et c'est aussi en discutant avec ces gens que je me suis dit, mais c'est comme ça, c'est le meilleur moyen de communiquer. Les réseaux sociaux, c'est bien. Écrire un livre, c'est bien. Ouais. Mais de rencontrer les gens en direct, de venir acheter, et on s'attache à une personne, à une histoire, à un terroir. Tout à fait. Et c'est là où je me suis dit, tiens, on a un vide actuellement, c'est que les réseaux, je pense qu'on a fait la remise des prix de l'influence, on était quand même un petit paquet de monde là tout à l'heure. On a Donc remarqué. ça se développe pas mal. Mais en même temps, comment on donne les moyens à un agriculteur qui n'est pas le pro de la com d'arriver à se mettre en ligne, d'avoir un outil qui lui permet d'avoir un espèce de Airbnb pour pouvoir faire réserver un créneau de visite. Et par extension, maintenant, on a modifié un peu l'appli depuis l'année dernière et en disant, si vous avez un lieu de vente, mettez-le, inscrivez-le dedans. Oui. Pour l'instant, on n'a pas une foule de personnes qui viennent dessus, mais on pourra aussi vous offrir la possibilité de créer des petites affiches, d'avoir votre QR code, les gens vont pouvoir scanner, vous pouvez le mettre dans la boulangerie, vous pouvez connecter avec les gens donc par une forme de réseau social aussi. Donc sur cette appli, c'est le Airbnb un peu de la visite ou de la découverte des produits fermiers et par extension aussi de tout ce qui est agritourisme, parce qu'à un moment donné, moi ce qu'on m'a dit c'est « Ah oui, mais tu fais ça sur l'agriculture, mais ça veut dire que je vais pouvoir dormir là-bas, ça veut dire que je vais pouvoir y manger, acheter un panier et découvrir. » Bon, j'y passais qu'à un moment donné, c'est une demande. Donc, je suis parti par extension sur cette activité-là. L'appli s'appelle Dans les bottes. L'agritourisme, c'est quelque chose aussi, Laurie. Je me permets juste de préciser ce qu'on l'a pas dit. Tu as fait un gîte, en fait. Hein. Tu as un gîte aussi aujourd'hui. Ouais. Ouais, et tu as raconté les travaux. Et Ça aussi, j'ai le gîte en plus. Non, tu t'en es rajouté. Mais tu l'as très bien, bien raconté. Ça se complète bien, en fait, avec la savonnerie et avec l'envie de transmettre en fait le savoir-faire. Moi, c'est vraiment mon leitmotiv en fait. C'est de pouvoir expliquer le métier aux gens et de pouvoir permettre aux gens aussi de faire des ateliers à la ferme. Et aujourd'hui, c'est vraiment mon axe principal de développement sur la savonnerie, axer vraiment sur la vente directe et que les gens puissent faire des séjours en immersion à la ferme en fait. Super. Donc ça se complète bien, mais on en a déjà discuté. Vous en avez déjà discuté. Et alors, merci pour cette précision. Et dans l'application, il y a des options nouvelles que tu as rajoutées. Thierry, j'ai noté à manger, produire, se loger, faire des activités. Oui, c'est vraiment l'idée d'ouvrir. On va développer au fur et à mesure. Hein. J'allais dire, on est un peu nouveau là-dessus. Mais on sent qu'il y a un engouement et un besoin. Je pense que d'aider, tout le monde n'a pas la capacité comme Laurie de naturellement communiquer facilement. Donc, de donner des outils et des moyens et de pousser aussi parce que Laurie l'a dit, dans l'activité, certes, c'est peut-être pas principal au niveau revenu, mais c'est très complémentaire et ça permet aussi à une personne de s'impliquer dans son atelier, dans sa production, dans sa diversification et de valoriser aussi sa personne quelque part et avoir sa place dans la ferme en tant que telle et pas uniquement en tant que conjoint ou femme d'eux. C'est important. Ou homme d'eux, parce que maintenant, on a aussi beaucoup d'agricultrices qui sont accompagnées par leur mari. Peut-être qu'ils peuvent créer quelque chose à côté aussi pour développer leur activité. D'accord Thierry, donc on rappelle, l'application s'appelle Dans les bottes et ton modèle économique, si tu prends un petit pourcentage sur les visites générées Oui, alors on prend un petit pourcentage. Après, le modèle économique, il est pas hyper développé, mais... Ah, faut appeler Sabrine. Non, mais c'est... Alors, moi j'ai eu la chance en développant mon storytelling, mon histoire de Thierry, agriculteur d'aujourd'hui, bien sûr, de créer une double activité qui me permet d'en vivre correctement. Et c'est un peu mon dada de dire je fais cette application en plus. Oui.
demain, on trouvera un modèle. S'il y a du monde, on trouvera un modèle. C'est pas un problème. Voilà. Mais oui, il y a une petite proportion qu'on prend sur une visite. Voilà, mais j'imagine que tu fais aussi parce que tu es un homme de réseau et que c'est comme un collectif. Oui, c'est un hobby quelque part, un side project que j'avais envie de mettre en place et puis qui te ressemble. On essaye de pousser quoi. Ouais, qui te ressemble, Thierry. Une dernière chose, je t'ai demandé une personne inspirante qui faisait bien sa vente directe, pour le coup, qui avait bien réussi. Tu m'as parlé d'Élodie Grosse. Héloïse. Héloïse, pourquoi je dis Élodie? J'en sais rien, j'avais envie. Ouais, donc c'est la ferme de Damangeville, qui est une jeune, Grand Est. Une jeune qu'on a eu la chance d'aller voir et qui explose aussi sur les réseaux. Elle a un côté très comique, très visuel de montrer sa façon de travailler. C'est différent. Il y en a qui sont plus pédagogiques, d'autres plus. Elle est expressive et moi, elle m'a cloué. Franchement, elle m'a cloué en termes de com. C'est un super exemple à aller voir pour aller s'inspirer, montrer comment on met en valeur des légumes. C'est pas le truc le plus sexy du monde. Parfois, un élevage, c'est plus sympa. Des produits de beauté, ça peut être plus sympa, mais des légumes, elle sait mettre en valeur les cultures, les productions. Et puis, comme elle a énormément de diversité, c'est génial. Elle a toujours une richesse de mise en avant. Et puis souvent très, très originale la façon de présenter. Oui. Allez voir donc Élodie. J'arriverai pas, hein. Vous ne lui direz pas que je l'appelais Élodie. C'est la ferme de Damangeville. La ferme de Domangeville. D-O-M-A-N-G-E-V-I-2-L-E. Elle est sur Instagram. Et elle a une super histoire aussi. Elle a 14 ans. Elle a repris le... Elle a aidé son père à continuer la ferme qui était en difficulté. Et voilà. Voilà. Ça part aussi d'une histoire personnelle très forte. Et on voit que quelqu'un derrière, il y a une belle personne. Et merci pour la référence, Thierry. Je ne sais pas si tu l'avais identifiée, Sandrine. Mais en tout cas, elle mérite d'être suivie. Prends le micro. Excusez-moi, je l'ai vue, elle est passée sur TF1, je crois, un soir, un dimanche soir, je suis tombée sur elle et j'ai trouvé ça vraiment tellement joli, la manière dont on avait envie de tout manger. C'est très poétique. Et tout acheter. On parle business un petit peu aussi, hein. C'est bien les belles histoires, mais parlons business. Alors justement, merci Thierry en tout cas. Anne, c'est la communication tranquille. Moi, c'est un petit peu comme ça que je résumerais comment tu... Je sais pas si tu es d'accord, mais hein, c'est un peu ça. Bien, mais efficace quand même. Hein. Ouais, on essaie. Hein, on essaye, attention, il y a la famille qui écoute. T'as du renfort. Alors Anne, raconte-nous, tu es dans l'Eure, tu es installée depuis 13 ans. Tu as mis en place une production de fruits rouges que tu as découverte au Québec. Ça sert de voyager. On l'a encore dit ce matin. J'ai l'impression que plus on a des expériences de voyage ou de métier avant l'agriculture, ça booste. Et encore après. Et c'est ce qu'on a dit aussi. Il y a plein de vie dans une vie. Il ne faut pas se l'interdire. Donc, tu as craqué sur les fruits rouges et leur transformation en super pot de confiture. D'ailleurs, je crois que tu nous as emmené quelques exemplaires pour nous les montrer. Tu as créé ta marque Aux Petits Fruits d'Anne. Tu t'es formée aussi. Voilà. Mais je vais arrêter de parler à ta place. Dis-nous. Et après, elle nous dira comment tu communiques. Tranquillement. Ça marche. Je raconte brièvement. Donc, effectivement, ça a commencé il y a à peu près maintenant une petite vingtaine d'années par un voyage d'études au Québec où j'ai découvert la culture des fruits rouges. Et donc, je suis de famille d'agriculteurs. Mon papa était agriculteur. Et je me suis dit que si on pouvait faire des fruits rouges au Québec, au Canada, on devait pouvoir en faire en Normandie. Et donc, du coup, la graine était semée, ça a germé. Et puis, je me suis formée, après une expérience professionnelle dans le syndicalisme agricole. Je me suis reformée et puis donc je me suis installée il y a 13 ans, donc avec mon papa au départ. Donc une ferme céréalière classique d'une centaine d'hectares. Et puis donc là aujourd'hui maintenant on est arrivé à peu près à 1 hectare de fruits rouges vergers de plein champ. D'accord. Et il y a 4 ans, donc mon papa est parti à la retraite et du coup c'est mon mari qui l'a remplacé. Donc je suis désormais installée avec monsieur. Voilà. Donc, nous avons une centaine d'hectares de céréales, un hectare de fruits rouges, donc verger de plein champ, donc fraises, framboises, groseilles, mûres et cassis. D'accord. Pleine terre, y compris les fraises. Et puis, doivent être bonnes alors. On essaie, ouais. C'est la priorité. Et donc, atelier de fabrication sur la ferme. Donc, je prépare à partir des fruits de la récolte, donc les confitures, des gelées, des sirops, des pâtes de fruits. Voilà, tout fait sur la ferme. Et puis, vente en circuit court. Alors, la particularité, c'est qu'il y a 4 ans maintenant, on a choisi d'ouvrir une épicerie fine spécifiquement produits fermiers et artisanaux. Le brick and mortar, c'était comme ça qu'on disait il y a 20 ans, du brick and mortar. Il y avait, ça vous dit pas cette expression? On a la vitrine sur Internet. Ça te rappelle quelque chose, Sandrine?
brick and mortar. Des startups. C'est ça. La vitrine Internet et le magasin en dur. Et ben voilà, d'accord. Donc on ne l'a pas fait à la ferme. On a décidé de l'ouvrir dans un petit centre-ville d'une petite ville, donc à Dreux, D'accord. la petite ville Dreux, qui est la plus proche de chez nous. Et donc voilà, épicerie fine, donc où on vend nos produits et puis des produits fermiers et artisanaux locaux. Peut-être les produits de Laurie un jour. Hein, Eh bien, why not? C'est l'occasion. Mettre un rayon cosmétique. D'accord. Et donc, ça marche bien. Ouais, Ça parler business, on n'a pas chiffre d'affaires. Non, ouais. Oui. Alors, effectivement, donc un peu comme Laurie, ce qui fait vivre malgré tout l'exploitation agricole, ça reste la partie céréalière. On va pas se mentir. Après, la partie fruits rouges, elle permet effectivement de me rémunérer et c'est un peu la béquille quand il y a des mauvaises années en céréales et ça arrive assez fréquemment. Voilà. Ça fait 2 années, notamment en céréales, où c'est un petit peu plus compliqué. Donc, c'est vraiment la béquille. Moins fragile. C'est moins fragile et on maîtrise plus en fait. On maîtrise notre prix, contrairement aux céréales où on maîtrise pas grand chose sur la production, sur les prix, sur les céréales, on est quand même tributaire de plein de facteurs extérieurs. Sur les fruits rouges, malgré tout, mis à part les gelées qui sont vraiment pour nous peuvent être vraiment problématiques. Après le reste, ça se gère et puis effectivement, on gère notre commercialisation, on gère nos prix de vente. Donc ça c'est quelque chose qu'on maîtrise un petit peu plus. D'accord. Et est-ce que tu maîtrises ta communication? Alors, pour revenir sur le sujet. Ah, mon stylo. Je tente de la maîtriser. Donc, alors, effectivement, c'est quelque chose. Donc, moi, j'ai démarré, quand j'ai démarré l'activité Fruits Rouges il y a une 12aine d'années, c'était sur Facebook, puisque c'était le réseau qui était quand même le plus populaire à l'époque. 1500 abonnés. Là, maintenant, on est à 1500. Bon, voilà. On peut faire mieux. Mériterait mieux, en tout cas. Je fais partie des abonnés et donc, voilà, Facebook, ça reste le réseau principal parce que c'est là où sont la plupart... Enfin, en tout cas, ça correspond à notre clientèle. Concrètement, les utilisateurs Facebook, c'est à peu près notre cible. Après, j'utilise aussi Instagram parce que c'est vrai qu'Instagram, moi, c'est celui que je préfère utiliser. Ouais. Mais c'est pas là où j'ai le plus d'abonnés. Donc voilà, j'essaie vraiment de travailler sur les deux, Facebook et Instagram, sachant que sur Instagram, j'ai un compte au Petit Fruit d'Anne, la marque, et un compte au Petit Fruit d'Anne, la boutique. Ah, alors, est-ce que c'est bien ça? Sandrine, tu nous diras si c'est bien. De toute façon, tu vas te faire gronder, il faut pas faire les... Je prends tous les conseils. Ok. Et donc, tu racontes aussi, alors, tu te mets un petit peu moins en scène que Laurie. Hein. Forcément, je vous ai comparé, je suis allée voir un petit peu. Mais pourquoi pas? Mais ça marche quand même quand tu le fais. Ouais, pourquoi je me mets pas plus en scène? Manque de temps. Manque de temps. Clairement. D'accord. Manque de temps. Ok. Et donc, qu'est-ce que tu montres? On montre tes confitures qui bougent, qu'est-ce que tu... Ouais, alors c'est vrai qu'en story, souvent, je me prends en photo en train de faire de la confiture. C'est pas très original, j'ai l'impression que je fais toujours la même chose, mais en même temps, je fais toujours la même chose, soyons honnêtes. T'inquiète, je fais pareil. Quand c'est la récolte, on essaie de mettre un peu des photos des fruits, des choses comme ça, mais c'est vrai qu'en fait, comme on est en plein coup de bourre quand c'est la récolte, on pense pas à faire des photos et à mettre la petite légende qui va bien et... Voilà. Donc, à Noël, il y a des saisons où il faudrait communiquer. Je sais pas, je lance des pistes. Hein. Oui, non, mais je pense qu'en fait, on a de quoi raconter toute l'année parce que là, à cette période-ci, on taille, on peut expliquer comment on entretient, etc. Voilà. Mais je pense que je veux préciser. Non, je voulais simplement relativiser. Quand on dit que 1500, c'est un petit compte, combien de personnes, est-ce qu'il y a 1500 personnes ici qui regardent et comment on fait pour avoir 1500 personnes? C'est énorme. Non, mais sans avoir payé. Voilà, le problème, c'est qu'on référence parfois un nombre élevé. Sans abonnés qui vous suivent et qui vous adorent et qui vont acheter vos produits, sans clients, c'est génial, franchement. Bien sûr. Moi, si je peux me permettre, et on en parlera peut-être tout à l'heure, ce qui est important, c'est pas la taille, c'est l'interaction que vous avez avec les gens. C'est l'engagement. Si Anne, elle répond aux gens et qu'il dit « Ah, les confitures sont bonnes, je suis ravie ». Mais c'est 1000 fois plus fort que d'avoir 17 000 followers qui ne font que liker et qui ne font rien. En plus, les algos ne fonctionnent pas de la même manière selon le réseau social. D'accord. Donc, moi, je serais ravie d'avoir 1500 personnes. Enfin, je ne suis pas sur Instagram. Personnes sur Instagram à écouter mes analyses, mais je ne les ai pas. Ouais, mais c'est vrai qu'il faut savoir relativiser parce qu'on se dit oui, c'est peut-être peu par rapport à d'autres, mais se comparer là-dessus, je pense qu'il faut faire attention parce que c'est déjà un très beau résultat. Très bien, tu vois. Hein. Je suis sévère. Qui aime bien châtie bien.
C'est voilà, comme on s'est croisés dans une autre vie professionnelle, je suis un peu dure avec toi, je me permets. Mais non. Bon, très bien. Et donc, est-ce que tu as des projets en communication, des réseaux sociaux que tu voudrais investir, par exemple TikTok ou Alors, j'ai déjà du mal vraiment à Ouais, alimenter ce que d'accord. j'ai maintenant. Donc, ouais, je voudrais. J'essaie là depuis quelques semaines d'être plus régulière, d'essayer de D'accord. me faire un petit planning, voilà, pour essayer d'organiser, de perdre moins de temps. Voilà. C'est bien le planning? Il faut lier Insta et TikTok, vu que c'est possible. Donc ça permet de communiquer une fois et de toucher deux publics différents. Peut-être pas toujours idéal, mais en tout cas, ça peut être pratique. Puis après, de se dire, hein, on se donne une habitude, c'est une fois par semaine, le vendredi, je fais un post. À la limite. Pour s'obliger à le faire un petit peu plus. Se donner une date comme ça, et puis après, une fois qu'on a pris l'habitude, ça vient tout seul. Et ben voilà. Et ben ça me fait. Merci beaucoup Anne pour ton témoignage et longue vie aux petits fruits d'Anne. Et puis on peut encore interagir. Sandrine, Thierry me tend la perche vers toi parce que il nous donne un peu la discipline là sur quelques conseils. Déjà, il commence sur les conseils. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire là de Mais tout moi, ce qu'on avant entend de donner des conseils, je voudrais rebondir sur la table ronde que tu as faite ce matin, parce que j'ai pris des notes pendant que tout le monde parlait. Et j'ai vu en face de moi des entrepreneurs qui étaient résilients, qui étaient innovants, ou alors des entreprises, ou alors à l'heure actuelle, on a des entreprises agro qui n'innovent pas, qui essayent de trouver des business models, c'est-à-dire comment je peux trouver de la valeur. Diversifier. Voilà, je me diversifie, je crée de la valeur ajoutée et tout. Et ça, c'est déjà énorme. Et en fin de compte, je me dis, ça, c'est une bonne histoire déjà pour démarrer sur les réseaux sociaux. Et donc, tu me disais, mais comment on démarre? Et moi, je pense que la base, et c'est ce dont on a discuté quand on s'est parlé la première fois sur ce sujet, je lui dis, les gens oublient de se donner un objectif. Parce que toujours, on se compare à quelqu'un. Ah oui, il a 17 000 followers, c'est trop compliqué. Mais on ne se mesure jamais à quelqu'un de plus bas. On va toujours se mesurer à quelqu'un de plus haut. Donc, moi, si j'avais un premier conseil, et que je donne toujours à mes clients ou aux gens que j'accompagne sur ces stratégies-là, c'est Soit agriculteur ou pas. voilà, c'est quoi ton objectif? Qu'est-ce que tu veux faire? Raconter ton histoire, vendre des produits, la stratégie va pas être la même. Je veux me faire plaisir à moi-même, c'est-à-dire dire que j'ai un réseau social. Bon, ça, c'est jamais la bonne technique en vérité parce que vous n'allez intéresser personne que vous-même, mais vous fixez un objectif. C'est quoi mon objectif? Donc, je veux vendre, je veux raconter l'histoire de la ferme, je veux expliquer tout ce qui est les aventures qui nous arrivent tous les jours sur l'exploitation. Et moi, je pense que c'est déjà énorme. Moi, j'aime bien citer toujours le sociologue Jean Viard, qui dit que les consommateurs, dont je fais partie, vu que je suis une fille des villes, on n'a pas une bonne image de l'agriculture. Et si déjà, en fin de compte, ce travail-là le fait changer, et qu'ensuite les gens arrivent à gagner un peu d'argent avec ça, moi, enfin, quand vous dites 50, 60 000 euros, mais il y a des consultants qui ne gagnent pas ça à leur rire, enfin, sérieux, ouais, de chiffre d'affaires, vous voyez ce que je veux dire, mais c'est énorme, enfin, c'est quand même énorme sur une activité qui n'est pas l'activité principale. Donc moi, déjà, si j'avais un conseil, c'est ça, bien choisir son réseau social. Par exemple, sur les confitures, effectivement, vous êtes très bien sur Facebook et vous seriez bien sur Instagram. Mais effectivement, si on est en B2B, on n'irait pas plutôt sur LinkedIn. Twitter, c'est bien si on avait une communauté d'origine. Maintenant, c'est moins bien. Donc, je veux dire, voilà, TikTok, c'est à qui on veut parler. Et donc, moi, je me dis, avant de se lancer, petit instant de réflexion pour être sûr qu'on va pas... Parce que c'est beaucoup d'énergie. Et je dois poster, et je dois faire des vidéos, et je dois... Oh là là, et puis il faut les commenter, puis il faut répondre aux gens. Enfin, ça devient un métier. Et en fin de compte, si on se lasse, toute la chose qu'on aura pu faire, on va la perdre. Donc, vaut mieux commencer petit, se dire, comme l'a dit Thierry, je poste une fois par semaine, mais vraiment, je me tiens. Et donc, dans la semaine, je réfléchis à ce que je veux poster. Et puis, on poste, on raconte, on répond aux gens, on crée de l'engagement. Et puis, quand on a plus de temps et que si on en a les moyens... Alors, souvent, les gens, ils ont des enfants qui maîtrisent les réseaux sociaux. Peut-être mieux que nous, voilà, donnez-leur, ça peut faire une activité qui est intéressante chez eux. Parce qu'ils pourraient en adorer, mais ça ramène quand même du chiffre d'affaires. Ensuite, évidemment, vous êtes des agriculteurs, moi je ne le suis pas, mais je pense qu'il faut vraiment humaniser la chose, quoi. Il faut rendre les choses humaines. Vous parliez de la jeune fille dans l'Est de la France. Moi, j'avais souvenir que quand j'étais petite, j'allais à la ferme Aubert, je suis alsacienne, on allait à la ferme Aubert, je mangeais le truc au lard et les omelettes au lard et compagnie. Et maintenant, quand je vais à la ferme Aubert, j'y suis en train de faire des TikTok. Ah, j'étais très étonnée. Enfin voilà, il me dit, ouais, Sandrine, on peut faire des TikTok. Je dis, ouais, si tu veux. Et donc, mais c'est les enfants qui s'occupent de ça. Et moi, je trouve que c'est bien.
Peut-être que ça rend peut-être plus attrayant la ferme ou l'exploitation si c'est des enfants qui s'en occupent. Ensuite, évidemment, faire des visuels de qualité. Moi, j'essaye toujours de dire, attention, les réseaux sociaux, en soi, ça coûte pas cher. Ça coûte du temps, mais ensuite, il y a des outils, effectivement, qui coûtent pas cher. Tout à l'heure, au café, j'ai préparé un petit PowerPoint qu'on pourra donner aux gens qui le veulent, où je donne des outils qui coûtent rien. Vous pouvez avoir Audacity, vous pouvez avoir Canva, vous pouvez avoir plein de petits outils gratuits. Parce que si on commence à mettre de l'argent dans la publicité, peut-être que sur les outils de création, il faut qu'on ne mette pas d'argent. Ensuite, comme l'a dit Anne et Thierry aussi, moi je pense que c'est un des seuls métiers où il y a une saisonnalité. Et donc, en fin de compte, se créer un petit calendrier éditorial, parce que vous êtes un métier sur la saisonnalité, sur la nouveauté, il se passe toujours quelque chose. Donc, c'est peut-être plus facile que, je sais pas, dans mon métier à moi, ou je sais pas, quand je suis entreprise. Et évidemment, faites attention, parce que souvent, moi, j'ai été voir des réseaux sociaux d'agriculteurs, ils se parlent aux agriculteurs. Donc, ne pas se tromper de cible. C'est-à-dire, si vous avez une cible qui est de parler grand public, il faut que votre discours il soit adapté. Moi, j'y comprends rien à l'agriculture, j'y comprends rien à la production. Si les gens, j'ai pas l'impression d'être incluse, ça va pas trop fonctionner. Voilà. Donc ça, c'était quelques petits conseils. Évidemment, ensuite, on peut passer à la vente en ligne, mais ça, c'est une autre histoire d'avoir une boutique. Vous l'avez dit tout à l'heure, après le Covid, les gens sont repartis dans les villes, fini le pain, fini de venir chercher des... Je pense qu'il faut arrêter il faut s'enlever cette espèce d'image d'Épinal que les gens, le samedi, vont prendre la voiture et puis aller acheter des paniers. Oui, ça peut arriver, mais pas des gens des villes. Des gens de proximité vont venir faire ça. Donc, je dis toujours, attention, la boutique, on l'a mis à Dreux, donc où il y a quand même du monde. Il faut quand même aller sur des endroits où il y a du trafic, du passage. Sans ça, ça ne marche pas. Même dans les villes à Paris, on a ce problème-là, des gens qui font des trucs comme ça et ça ne marche pas. Et pas au bout du village. Non. Et pas au bout du village. Surtout sur le bio. Surtout sur le bio, vous avez dit que vous l'avez abandonné. Le problème du bio, ce sera un autre débat, mais moi, j'ai toujours besoin de le dire, c'est que le bio, il a été tué par la grande distribution parce qu'il s'en est pris les valeurs et qu'en fin de compte, les gens ne voyaient pas l'intérêt d'aller l'acheter à la ferme ou quoi qu'est-ce. Ils s'en ont pris les valeurs et puis une fois qu'ils avaient bien lessivé le truc, ils ont dit merci. Maintenant, il va falloir retravailler les valeurs, mais si on était ça. Juste, je termine sur et ces deux petites, sa petite interrogation. Je pense que là, on peut peut-être un peu noyer le poisson en ayant deux liens d'accroche. Deux liens. Par contre. À mon avis, parce que les gens, est-ce qu'ils feront le lien, j'en sais rien. Et moi, je trouve que Au Petit Fruit d'Âne, c'est tellement trop mignon, ça me raconte tellement une histoire. Au Petit Fruit d'Âne peut très bien avoir une boutique, c'est pas dérangeant. Voilà. Oui, on pourrait. Non, puis on peut, si on regarde une chaîne de télé, il y a différents programmes et sur un réseau social, on peut avoir différents. On peut expliquer sa vie au quotidien, on peut montrer ce qu'on vend dans sa boutique, on peut montrer d'autres choses. Les gens se retrouvent sur votre personnalité et sur vos produits et les deux peuvent se marier. Après, c'est de le faire intelligemment, mais oui, je suis entièrement d'accord là-dessus. Et moi, je pense que vraiment, vous êtes un métier. Vous voyez, moi, je crée des biscuits dans une usine. Et ma bobine, on s'en fout. Vous, vraiment, ben voilà, Laurélie, Thierry, c'est des vrais gens, c'est des vrais humains. Et comme on est dans une époque où on est tellement loin de tout, tellement loin de l'humain, tellement loin de tout, moi, je trouve que c'est extrêmement sympa. Marie-Laure, quand elle m'a interrogée sur ce sujet, du coup, j'ai été voir plein de comptes. Et en fait, il y en avait qui étaient très drôles, il y en avait qui étaient loufoques, il y en avait qui étaient très sérieux et tout. Mais du coup, je dirais qu'au-delà du salon de l'agriculture pour venir vous voir, c'est peut-être aussi un moyen pour venir à votre rencontre et faire connaître votre métier et les difficultés du métier. Très bien, écoute. Et toute la beauté du métier aussi. Un métier très Vous me l'enlevez de la esthétique. bouche. Oui.